Donc maintenant, pour débuter la deuxième présentation ce matin, on va y aller avec la présentation de Myriam Gagné. Myriam Gagné est là? Oui? Super, c'est là. Parfait. Alors merci. Myriam Gagné donc, a fait son baccalauréat ici à l'Université de Sherbrooke et fait maintenant sa maîtrise avec Louise Bienvenue. Donc elle se spécialise sur l'histoire des femmes, l'histoire de l'intimité et de la sexualité. Alors, son sujet de maîtrise actuel porte en fait sur la sexualité des femmes à Kamouraska entre 1960 et 1980 et sa présentation va s'intituler « C'est rien que ça, le sexe ». Alors, merci Myriam. J'en perds, puis... Bon matin tout le monde. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Donc, c'est rien que ça le sexe. En fait, c'est ce que Marie-Paul, résidente de Saint-Philippe-de-Néry, a demandé à sa mère le lendemain de ses noces en 1956. Et elle ajoute « Je vois pas pourquoi tu m'as caché ça toute ma vie. Il n'y a rien là, c'est pas grand-chose à cacher. Ah, puis à part de ça, c'est pas le fun plus qu'il faut. » Et sa mère lui répond « Avec le temps, ma fille, tu vas finir par aimer ça. » Et du haut de ses 84 ans, Marie-Paul nous dit maintenant « Ben ouais, ma mère avait encore raison. » Donc, c'est rien que ça le sexe, c'est une expression qui provient d'une de mes sources, soit le récit de Marie-Paul. Elle nous permet d'envisager la vie sexuelle dans ce qu'elle a de plus banal ou lorsque la sexualité est donc acceptée et normalisée. Ou bien sinon, cette phrase-là pourrait aussi nous dire en fait, faire référence en fait à la sexualité lorsqu'elle est plutôt vécue de manière passive dans tout ce qu'elle peut avoir d'ennuyante ou quoi que ce soit. Donc, Marie-Paul, en fait, c'est le pseudonyme que j'ai donné à une dame rencontrée dans le cadre d'une démarche d'enquête orale que j'effectue pour mon mémoire de maîtrise. Et c'est d'ailleurs à partir de certaines de ces données que ma présentation a été construite aujourd'hui. Je vais vous avouer que j'ai sélectionné mes thématiques préférées. Ça va probablement former dans l'ensemble une communication plutôt hétéroclite, parsemée de réflexions diverses qui vont ponctuer de temps à autre le fil conducteur de ma communication. Et je me suis dit pourquoi pas m'amuser un petit peu pour aujourd'hui. Donc, comme l'origine de la présentation vient de mon mémoire, en fait, laissez-moi vous dire quelques mots sur mon objet de recherche. Donc, en fait, mon mémoire a pour titre « Entre jouissance et régulation des naissances, femmes, intimité physique et contraception dans le Kamouraska entre 1960 et 80 ». Cette étude cherche principalement à apporter un éclairage sur la vie et les mœurs sexuelles des femmes franco-catholiques vivant dans la région de Kamouraska durant cette période-là. Plus précisément, en fait, je cherche à comprendre comment les femmes de la région de Kamouraska ont intégré la contraception dans leur vie et puis comment ça a potentiellement pu transformer leur rapport à l'intimité charnelle. Comme je me base aussi aujourd'hui là, sur les données recueillies par mes témoins, je voulais vous parler un petit peu là, de la façon des critères de sélection pour les membres de mon corpus. Donc, en fait, j'étais à la recherche à peu près là, d'une quinzaine de femmes de la région de Kamouraska. Elles devaient y être nées et y avoir passé la majeure partie de leur vie. Il fallait également qu'elles soient de confession catholique et mariées durant leur période dite féconde, là, donc avant la ménopause. Et puis aussi, la période où elles se considéraient actives sexuellement devait faire partie à un moment ou à un autre de la période entre 1960 et 80. Donc, outre le vide historiographique auquel mon objet de recherche faisait face, les récits de vie sont avantageux puisque c'est une recherche qui mise beaucoup en fait sur les sentiments, les perceptions ainsi que la satisfaction sexuelle des dames. Donc, les témoins, à ce moment-là, sont probablement les plus aptes, finalement, à juger de leur propre vie sexuelle. Et puis, bien ça, de les entendre parler, en fait, ça m'a grandement aidé à ne pas juger la sexualité des années 60 à 80 via ma propre vision de la sexualité ou selon le discours qui est véhiculé par ma société ou ma génération. Donc, dans cette deuxième section, pour vous donner finalement les lignes générales du sujet, j'ai choisi de poser discours général qui caractérise l'époque étudiée avec la pratique telle que vécue finalement par les témoins rencontrés dans mon corpus. Donc, au niveau du discours,
évidemment, bien qu'étant graduellement en perte d'autorité et d'influence au Québec, l'Église demeure tout de même là, un acteur prédominant durant la période étudiée. Et dans le but de se rapprocher de sa population, elle tente, et ce, dès les années 30 quand même, de s'impliquer davantage sur le plan de la sexualité, que ce soit à travers des outils pédagogiques tels que des manuels sur le mariage chrétien. On a vu aussi des cours de préparation au mariage. L'Église propose, entre autres, de mettre en valeur la chasteté et aussi de valoriser la sexualité à travers là, la dite beauté là, du devoir conjugal, soit la fondation d'une famille. Mais le discours clérical, évidemment, n'agit pas seul durant cette période-là, puisque les domaines liés à la sexualité se sécularisent de plus en plus. Toutefois, il faut dire quand même que la vision chrétienne ne disparaît pas totalement, ce qui fait en sorte que la famille, qui est évidemment créée à partir d'une union hétéronormative encore à l'époque, reste au centre des préoccupations. Donc, on voit les médecins, les psychologues et même les premières et premiers sexologues qui vont favoriser une contraception permettant aux familles d'avoir des enfants pour lesquels les parents ont du temps pour les éduquer et suffisamment de ressources financières pour subvenir à leurs besoins. Néanmoins, c'est ça, la famille reste quand même au centre du discours lié à la sexualité. En termes de pratique, quelques éléments concernant les pratiques encourues dans le Kamouraska de l'époque. D'abord, au niveau de l'éducation sexuelle, parce que c'est quand même ça qui va façonner finalement la façon dont on va vivre la sexualité plus tard. Les femmes que j'ai rencontrées, ayant actuellement entre 60 et 98 ans, considèrent toutes avoir reçu une éducation sexuelle insuffisante et la grande majorité considère tout simplement ne pas en avoir reçu. Ces femmes témoignent de la stratégie du silence qui était alors employée par leurs parents et par la communauté pour éviter d'aborder un sujet alors considéré tabou. Par conséquent, c'est sûr que la sexualité prémaritale était plutôt absente parce qu'il y avait quand même une certaine peur qui était entretenue envers ça. Il faut dire que plusieurs femmes aussi ne connaissaient même pas adéquatement le fonctionnement de leur propre corps à l'époque. Il y a même certaines femmes qui rapportent que durant leur adolescence, elles avaient peur de tomber enceinte parce qu'elles avaient tenu la main d'un garçon ou elles l'avaient embrassé. Donc, ce type de croyance-là, qui peut aujourd'hui nous sembler farfelu, est toutefois disparu dans le Kamouraska plus rapidement avec l'arrivée des cégeps, notamment de la Pocatière et Rivière-du-Loup. 4 femmes de mon corpus qui ont actuellement entre 60 et 69 ans figurent parmi la première génération de femmes ayant fréquenté le cégep. 3 d'entre elles ont étudié en technique infirmière et puis une en éducation spécialisée. Et chacune d'elles est persuadée que le cégep leur a permis de s'émanciper en comprenant mieux la sexualité, parce que c'est quand même des choses qu'elles voyaient dans leurs cours, et aussi en leur offrant un espace pour vivre une sexualité prémaritale hors de la surveillance de leur entourage. Parce que de la surveillance, autrement, si on ne partait pas, il y en avait. Les plus vieilles de mon corpus, surtout, en ont parlé beaucoup. Il faut dire qu'elles ont fréquenté leur mari dans la maison parentale, donc devant les parents. La majorité aussi, lorsqu'elles sortaient pour faire des activités, devaient absolument être accompagnées d'un chaperon, comme on dit. Et donc, voilà. Aussi, la surveillance s'étendait après le mariage. Il y a plusieurs nouvelles mariées qui se réveillaient le lendemain de leurs noces dans la maison des beaux-parents. Il faut dire que la région de Kamouraska est une région très agricole et que l'implication des garçons au sein de la ferme parentale a vraiment longtemps été la bienvenue. Et donc, qu'ils y aient vécu peu de temps ou plusieurs années, toutes les femmes du corpus qui ont vécu avec leurs beaux-parents ont vécu différents malaises, notamment parce que c'était très difficile de faire preuve d'affection envers son mari ou les démonstrations conjugales étaient plus ou moins bien vues. On entendait souvent les belles-mères dire « Il y a assez de chaises dans la maison, tu n'as pas besoin de t'asseoir sur ton mari ». Et puis, quant aux plus jeunes de mon corpus, si elles n'ont pas senti l'obligation d'aller vivre chez la belle famille, elles ont quand même ressenti la présence d'une certaine surveillance, la surveillance de leur famille, quant à l'utilisation des méthodes mécaniques de contraception. Donc, par exemple, dans les années 70, il y a certaines femmes qui utilisaient la pilule. À ce moment-là, elle est accessible, elle est même légale. Et puis, ça avait quand même de quoi scandaliser les parents de toutes jeunes femmes qui étaient quand même mariées et assez matures, finalement, pour effectuer ses propres choix. Et pour continuer sur le plan de la contraception,
les moyens mécaniques, comme je disais, là, la pilule, on entre aussi condom, diaphragme et tout ça, étaient vraiment peu populaires. La majorité des témoins préféraient les méthodes dites naturelles. Donc, on va parler à ce moment-là de gynécocueillette interrompue, voire même abstinence. La démographe Danielle Gauvreau associe le choix du type de contraception avec, finalement, le niveau d'influence et d'autorité que possède alors l'Église catholique. Donc, les méthodes dites plus naturelles, lorsqu'on les utilise, en fait, on les catégorise dans le premier niveau de transgression. Et puis, ce premier niveau-là sera alors plus pardonnable aux yeux de l'Église que le second degré de transgression, qui sera alors caractérisé par le recours délibéré à une méthode externe permettant d'empêcher totalement les naissances, comme la pilule contraceptive. Donc, à ce moment-là, on empêche délibérément les naissances au lieu de les contrôler. Donc, les femmes de Kamouraska se seraient donc senties plus à l'aise, plus en paix face à leurs croyances, en se limitant au premier degré de transgression. On va passer maintenant sur quelques décennies, puisque les témoins de mon corpus m'ont, à ma grande surprise, raconté leur vie sexuelle actuelle, alors que mon guide d'entretien ne les invitait pas du tout à le faire. Je crois que de parler finalement de leur vie les a amenées finalement à se comparer avec ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et donc, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Et donc, devant malgré moi, toutes ces données concernant la sexualité actuelle des femmes qui sont âgées entre 60 et 90 ans, celle de 98 ans, c'est quand même gardé une petite gêne, je me retrouve finalement face à un dilemme. Donc, d'une part, est-ce que c'est acceptable, dans un travail d'histoire, d'analyser des données qui font partie d'un présent actuel, mais en même temps, lorsqu'on regarde la faible place des femmes âgées dans l'historiographie, on se dit que finalement, il faudrait peut-être faire de quoi avec ces données-là parce qu'elles me sont tombées dessus, finalement. Donc, c'est en ce sens que j'ai finalement décidé d'abonder parce que tout de même, ça m'a permis de faire des découvertes intéressantes et les données apportées permettent sans doute d'apporter un degré d'analyse supplémentaire aux résultats qui étaient recherchés initialement. Donc, parlant des découvertes, on parle entre autres d'une sexualité plus assumée. En fait, on me dit que les dames âgées m'ont dit qu'elles ont une sexualité plus assumée, notamment parce que les enfants sont partis de la maison, qui sont établis dans leur vie. Donc, il y a comme une certaine notion de stress qui n'est plus là. On n'a plus besoin de s'occuper vraiment de nos enfants. Donc, l'espace lié à l'intimité est plus aisé à créer. La retraite aussi va aider à créer cette intimité parce que les deux conjoints ont désormais plus de temps pour être ensemble et ils sont beaucoup plus présents à la maison. Donc, le fait de se voir quotidiennement et seul aussi va changer grandement la dynamique conjugale, parfois pour favoriser les rapprochements et d'autres fois pour confirmer que la relation était malsaine. Dans le cas des veuves, la vie sexuelle change également, mais elle ne disparaît pas du tout. Les femmes sont catégoriques, elles ne veulent pas se marier et pour la raison, laissez-moi reprendre les termes d'une dame de mon corpus, elles ne veulent pas se remarier parce qu'elles ne veulent plus torcher un homme et cuisiner pour lui jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort. Ça mérite d'être clair. Donc, en fait, elles apprécient généralement leur indépendance et puis c'est pourquoi elles ont tout de même des fréquentations masculines avec lesquelles elles font des activités, elles vont au cinéma, elles vont au restaurant et tout ça, ou bien elles vont entretenir des relations sexuelles, mais c'est quand même chacun chez soi pour garder quand même une certaine indépendance. Donc, je me plais à dire qu'elles font un retour à la vie d'adolescente parce qu'elles cherchent finalement à acquérir davantage d'indépendance, notamment en vivant des relations sexuelles hors mariage, ce qui, ici, va être assez fascinant en considérant toutes les valeurs religieuses qui pouvaient les habiter en étant plus jeunes, qui finalement ont l'air d'être disparues avec les années. Et puis aussi, j'ai eu plusieurs témoignages de plaisir solitaire, masturbation, films et littérature érotique, surtout que c'est d'autant plus accessible de nos jours. Et là, c'est le moment où je m'excuse de vous avoir donné une nouvelle vision de votre grand-mère. Oups! Et donc, en guise de conclusion, je souhaitais maintenant glisser sur le sujet de l'engagement
Parce qu'en histoire, via nos études, nos projets, nos emplois, on se construit en quelque sorte ce que j'aime appeler une boîte à outils. On y met nos connaissances, on y met nos compétences respectives. Et puis, il y a différentes façons de mettre à profit cette boîte à outils-là, finalement, selon nos intérêts, selon nos motivations. Et puis, sur la diapositive, j'ai noté quelques points qui s'appliquent à moi en tant qu'étudiante en histoire, mais je dirais aussi à moi en tant que citoyenne. Et puis, sans doute, finalement, que si on faisait le tour ici, tout le monde pourra apporter son morceau de casse-tête. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais vous amener à réfléchir, c'est la communication non sexiste et ou épicène, là. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que je trouve que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais souvent très mal compris ou très mal intégré. Ça arrive souvent, j'ai l'impression parfois que ça va être utilisé finalement pour se débarrasser, pour éviter certaines critiques, et puis ça va être fait plus ou moins correctement. Et finalement, qu'on choisisse de l'utiliser pour réhabiliter les femmes, ou bien pour réhabiliter les femmes dans le discours, bien sûr, ou bien pour inclure les personnes non-binaires, je crois, à mon humble avis, que ça pourrait être un outil une grand-mère, finalement, qui pourrait nous permettre de se rapprocher davantage de l'objectivité tant recherchée par la communauté historienne. Et ce que j'entends par là, c'est que l'analyse d'un événement ou d'une idée via une grand-mère non sexiste pourrait permettre de mieux cerner qui sont réellement les acteurs et les actrices qui jouent un rôle dans l'histoire. Parce qu'à mon avis, l'utilisation majoritaire du masculin fait en sorte que les femmes sont d'autant plus associées dans l'imaginaire du lectorat au rôle passif. Et donc, j'espère avoir apporté des pistes de réflexion sur une variété d'éléments trop souvent mis à l'écart. Et puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions tantôt.